se retrouve pour faire le bilan du mois d'août, qui est plus ou moins bien. Je peux pas, je sais pas, qui est plus ou moins bien. On est sur du full roman. J'ai pas lu de graphique en août. En fait, non, toujours pas en fait. C'est le bilan du mois de juillet. J'en veux à août. Non, c'est le bilan du mois de juillet. Il n'y a que du roman. Il y a de la bonne lecture, de la moins bonne lecture, de l'abandon. Certains livres que j'ai plus en ma possession, je vous les afficherai d'un côté ou de l'autre. Voilà. Et on va pas tarder à commencer avec Whitefire de Anna Grace. Du coup, c'est le tome 2 de Maple Heath. Si vous voyez que je regarde en bas, c'est que j'ai ma tablette avec le livre pour que je me souvienne de quoi ça parle. En gros, dans cette histoire, on va suivre Aurora et lui, c'est Russ. Du coup, Russ fait partie de l'équipe de hockey de Maple Hills. Lors d'un soir et tout, lors d'une fête de fin de saison, il va faire la rencontre de Aurora. Ils vont coucher ensemble. Coup d'un soir, ce qui n'était pas prévu, c'est que ces deux-là se retrouvent dans le même camp de vacances en tant que animateurs dans une colonie. Et du coup, il y a une règle fondamentale, c'est que les animateurs n'ont pas le droit de coucher ensemble. Voilà. Vous dites qu'il y a une romance de la tension, une romance qui va être entre les deux et tout. Cette lecture, comment dire, elle était bien au début. Au début, j'aimais bien une bonne petite comédie romantique avec de la tension, avec des beaux messages et tout. Mais le problème de cette saga, que ce soit le tome 1 Icebreaker et que le tome 2, déjà par rapport au tome 1, il y a beaucoup moins de scènes de fesses, c'est le problème de rythme. Il y a un problème de rythme qui fait qu'au début, on est à fond, on est bien et tout. Et je ne sais pas pourquoi, mais dans le milieu, il y a une longueur. Mais une longueur qui te fait en mode... C'est bon, on a compris, passez à autre chose. Allez, prenez... allez de l'avant, je sais pas, bougez-vous. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient un peu chiant. Et du coup, voilà, c'est le gros bémol de ce tome 2, c'est les longueurs. Ce qui est dommage parce que les personnages étaient attachants. Il y avait de l'humour, il y avait des chiens, il y avait des chiens d'ailleurs qui se nomment poisson, saumon, truite. Autant je me souvenais pas des noms des protagonistes, autant le nom des chiens je m'en souviens. Vraiment, c'est trop dommage. C'est une bonne comédie pour l'été, mais il y a cette longueur. Je suis désolée si je joue avec mes cheveux, mais c'est que il m'énerve. Vraiment, il y a une longueur qui fait que voilà. Et voilà. J'ai pas grand chose à vous dire de plus. Celui-là, je l'aime et je vais vous parler du tome 2 en même temps, du coup. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 de The South Girl de Aya Estrella, publié chez Plume du Web. Du coup, c'est la saga King Université, tome 1, tome 2, voilà. Une très bonne lecture, avec des mais. En gros, ce livre est hype. Vraiment, ce livre est populaire. Ok. Déjà, si je vous fais un résumé, ça serait plutôt pas mal. On va suivre Elvira Petrova qui vit dans les quartiers sud de Chicago. Donc, c'est vraiment les quartiers pourris de Chicago. Elle a une mère bipolaire. Elle a un père... voilà. Un frère qui est moitié gang de mafia. Enfin, c'est pas une mafia, mais... Genre, c'est lui qui fait régner les lois dans le quartier sud de Chicago. Voilà. Et en fait, Elvira Petrova, elle a une particularité, c'est qu'elle est super intelligente. Genre, elle est HPI. Et du jour au lendemain, il y a... En fait, elle va se faire arrêter pour je ne sais plus quoi. Et il y a, du coup, l'avocate de King's University qui va débarquer, qui va lui dire, bon, je peux te faire sortir de là. Je peux faire sortir ton frère de prison, parce que son frère est en prison à ce moment-là, mais à une seule condition. La fille a dit, ouais, bah allez-y, je vous écoute, quoi. Tu vas devoir intégrer King's University et enquêter sur un violeur en série. Et la question est, ok, mais pourquoi moi, en fait pourquoi pas faire appel aux autorités nécessaires? Et bah tout simplement parce que King's University, c'est l'université d'élite. En mode, là-bas, c'est vraiment les gosses riches qui y vont, les enfants de politiciens, les trucs dans le genre, vous voyez. C'est pas n'importe quelle petite école. Et elle va se faire intégrer avec ses cheveux mi-noirs, mi-blancs, parce qu'elle a moitié la coupe de Cruella. Et
Elle va faire la rencontre d'une équipe de hockey, d'une bande de potes aux couleurs. On a Abel, du coup, avec qui il va y avoir la romance, qui est voilà, très mystérieux au début, que j'aime pas trop au début. Après, on a Ace. Alors lui, je le détestais. Je commençais à l'aimer. Et à la fin du tome 2, je le hais d'une force. Voilà. Lui, voilà. Et après, vous avez Adonis. J'arrive pas à retenir son prénom à l'autre. Il y a Dante et Kill, un truc dans le genre. Voilà, donc il y a beaucoup de personnages, il faut suivre, on a plusieurs points de vue, on n'a pas que les points de vue de Elvira et Abel, mais vraiment c'est une bonne lecture, mais dans le sens où c'est vraiment une duologie qui a beaucoup fait parler sur les réseaux, c'est une romantique suspense, ce n'est pas une dark romance, là en soi la relation est saine, même s'ils ont des problèmes de communication, la relation est saine, c'est juste que l'univers autour est hyper sombre. Pour public averti, parce qu'il y a dans le 1, il y a des scènes de viol, clairement, détaillées. Voilà, donc attention. Et dans le 2, on a de la torture. Donc attention à vous, vraiment pour public averti. Mais c'est une bonne saga, mais je comprends la hype, mais dans le sens, il est loin d'être parfait. Premier défaut que je lui trouve, c'est que absolument tous les personnages, à un degré différent, a eu une enfance de merde. Voilà, ça va de j'ai perdu mes parents à je sais pas, j'ai tué mon parent. Voilà, c'est pas le même niveau. Voilà, premier défaut c'est ça. Deuxième défaut c'est que dans le tome 2, j'ai très vite deviné le fil rouge. J'ai très vite tout deviné. Et malheureusement ça a pêché parce que c'est dommage parce que c'était une bonne saga, j'étais en mode oh ouais cool, ça veut dire que ça peut être telle personne et tout. Et quand en fait dans le tome 2 il y a eu une phrase, je me dis mais en fait c'est bon, j'ai trouvé qui c'est. C'est bon en fait, j'ai trouvé. Et en fait voilà, ça m'a un peu, j'étais en mode oh bah non je suis chafouin quoi. J'étais pas très contente d'avoir tout deviné. Parce qu'en fait je vous conseille d'ailleurs de enchaîner tome 1 et tome 2. Parce que l'enquête se résout à la fin du tome 2, pas à la fin du tome 1. Du coup, ouais, un peu déception niveau l'enquête. Mon deuxième problème, c'est que... alors d'ailleurs, j'ai besoin de vous, pour ceux qui regarderont la vidéo. Est-ce que vous connaissez une romance, un contemporain, peu importe le genre, où la famille d'accueil n'est pas une grosse connasse? Je m'explique. On va avoir certains personnages ont un rapport avec les familles d'accueil, voilà. Et j'ai l'impression que tous les livres que je lis, absolument tous les livres que je lis, qui ont un rapport avec une famille d'accueil, la famille d'accueil sont des pourritures. Voilà, soit des pourritures, soit des drogués, soit tout ce que vous voulez. Bon, c'est pas un secret, mais mon conjoint a été en famille d'accueil. Je connais sa famille d'accueil. J'en connais même deux d'ailleurs, parce que je connais la sienne et celle de son frère. Les deux sont incroyablement gentils. Ils feront pas de mal à une mouche. Alors, est-ce que c'est possible d'arrêter de tout le temps faire des familles d'accueil monstrueuses? Parce que dans ma tête, je me dis, mais les gars, si les gamins sont en famille d'accueil, ça veut dire que les parents, c'est pas des saints. Donc, voilà, ça j'avoue, ça m'a un peu saoulée. Voilà. Autrement, ouais, bonne lecture. Je l'ai aussi. Seul Fantasy d'ailleurs. J'ai lu Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, le premier tome, chez Big Bang, qui a été republié chez Big Bang, vu que PKJ n'a pas voulu publier le 4e tome. Je crois que toute la saga est publiée, ça y est sortie. Il y a le spin-off qui sort septembre-octobre. Donc ça va pas tarder, je pense. Je l'ai lu en lecture commune chez Mira Zonchi. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube, Twitch et tout le tintin en dessous, sur son Discord, et c'était trop bien, dans le sens où j'ai pas fait de résumé. On va suivre, alors attendez, parce que là, faut que je me souvienne des prénoms. On a Elias et on a Laïa, ouais. Laïa est une érudite, voilà, elle fait sa vie tranquillou bilou, poulou, avec ses grands-parents, son frère et tout, jusqu'à un soir où il y a comment on appelle ça, pas une armée, mais un masque et ses soldats, j'ai pas trouvé le mot, qui débarque chez elle. Voilà, qui va interroger son frère et tout. Et du coup, ils vont arrêter son frère et ils vont tuer les grands-parents.
Et du coup, elle s'est dit, bon, je vais aller sauver mon frère, je vais aller rejoindre les rebelles et intégrer Blackcliff. Blackcliff, c'est quoi? C'est une académie de soldats pour devenir des masques. Et là-bas, c'est pas tendre. Du coup, elle va être embauchée, si on peut dire ça, comme esclave de la commandante, qui est une vraie connasse. Voilà, faut le dire, c'est une vraie connasse. Elle va embarquer là-bas, elle va devenir l'esclave, il va lui arriver des choses absolument horribles et du coup elle va enquêter pour les rebelles. De l'autre côté, on va suivre Elias qui lui est un, pas un apprenti masque parce qu'à ce moment-là il a presque fini sa formation, mais qui rêve d'une chose, c'est se barrer. Il rêve que d'une chose, c'est de partir loin là-bas et ne jamais revenir à Blackcliff parce qu'il ne supporte pas ce qu'ils font, il ne supporte pas vraiment, il aime pas, il veut vraiment partir, sauf que, comme par hasard, il va être choisi pour faire des épreuves. Comme par hasard. Du coup, ses plans vont être mis un peu à... Voilà. C'était trop bien. Dans le sens où on ne s'ennuie pas. Dès le début, on est dedans. Genre, alors, faut savoir que c'est du young adult. Donc, attendez-vous pas à une grosse description d'univers et tout. Non. C'est vraiment, on arrive, on rencontre Elias, on rencontre Laia et bam, on y va. Voilà. On y va, on perd pas de temps. Et j'ai trop aimé, vraiment, j'ai trop aimé. J'avais deviné certaines choses, oui, mais ça m'a pas empêché de kiffer ma lecture. Et j'ai très hâte de lire le tome 2 qui m'attend dans ma palle. Et je pense que je vais me procurer le 3 et 4. Parce que si le 2 est aussi addictif que le 1, parce qu'en plus la plume est incroyable, parce que ce livre est sorti en 2015, je crois qu'on avait dit sur Twitch, quand je l'ai lu, c'était écrit 2015, ça veut dire que ce livre a 10 ans, mais je vous jure, il a peut-être 10 ans ce bouquin, mais il a pas du tout mal vieilli. Voilà, je lui ai mis un 17 sur 20 pour vous dire que j'ai kiffé ma lecture. Voilà. Prochaine lecture, je l'ai toujours. Et là, on part sur une... voilà. J'ai lu Josh plus Hazel ou Comment ne pas tomber amoureux de Christina Loren. Et vous le voulez, il est sur mon Vinted. Voilà, pour vous dire. En gros, on va suivre Hazel. Josh et Hazel se connaissent depuis le lycée ou l'université. Hazel a toujours été secrètement amoureuse de Josh. Elle lui a vomi dessus. Elle a enlevé son t-shirt devant lui. Bon, elle a fait plein de trucs devant lui. D'un côté, on a Hazel qui est complètement déjantée, complètement fofolle. Et on a Josh, lui, qui est un peu plus calme, un peu plus posé, un peu plus... Et voilà, ils se sont rencontrés, voilà, ils se connaissent depuis la fac, ils se sont perdus de vue. Et genre, 10 ans plus tard, je sais plus combien de temps plus tard, je ne sais plus. Ils vont se retrouver parce que en fait, ils vont découvrir que la meilleure amie d'Hazel est la sœur de Josh. Voilà. Les deux cherchent l'amour, patati, et ils vont dire, attendez, si on se faisait des dates en commun, ça veut dire qu'en gros, Josh choisit le date d'Hazel et Hazel choisit le date de Josh et ils vont faire le date à 4. Voilà. Et ça se passe mal, voilà, on va pas se mentir que ça se passe pas tout le temps bien. Autant au début, j'ai bien aimé les deux personnages, deux opposés qui s'attirent, pas de problème. Autant il se passe un truc sur les 50 dernières pages, j'ai failli faire voler le bouquin. Dans le sens où je déteste ça. Je déteste que ce genre d'événement vienne résoudre le problème de couple. Communiquer, bande de nouilles, parce qu'il y a un gros problème de communication. Communiquer au lieu de... Voilà. Et du coup, il y a je peux pas le dire parce que c'est vraiment un spoil. Il y a un événement de fin qui fait que ça va résoudre tous leurs problèmes. Et dans ma tête, je me dis, ben non les gars, non, je suis pas d'accord en fait. Et du coup, ça m'a saoulée. J'ai lu les 50 dernières pages en diagonale. Ça m'a gâché toute ma lecture. Et du coup, je me dis, allez, hasta la vista, va sur Vinted, tu me saoules. Voilà. Du coup, je suis très très déçue de cette lecture. Et là, après, on a à peu près que des déceptions parce qu'on va suivre par 2 abandons. Je vous mets l'affiche d'un côté ou de l'autre. Je verrai où j'ai de la place. J'ai abandonné Janu à la page 164. J'ai mon livre juste devant moi. Donc, du coup, voilà. Et j'ai abandonné Janu
qui est le sorte de spin-off de Mary Jane, de Océane Ganem. Pourquoi? Alors déjà dans cette histoire, on va suivre le frère et la meilleure amie de la protagoniste de Mary Jane. Demandez-moi pas les prénoms, je m'en souviens pas. Dans cette histoire, en gros, les deux, faut savoir que la fille a toujours eu une obsession sur le gars. Vraiment, c'est un truc de dingue. Elle l'a toujours kiffé, elle s'en est jamais cachée. Elle a une obsession contre lui, genre un chien avec une balle, limite c'est pareil. Et lui, il est très mystérieux, très chaud-froid et tout. Il est chiant, voilà. Il faut savoir que j'ai pas aimé, hein. Si j'ai abandonné, c'est que j'ai pas aimé. Dans le sens où, déjà, je me suis pas attachée au personnage. Que ce soit la fille, j'ai pas réussi parce que j'ai trouvé vulgaire pour rien. À appeler tout le monde pétasse toutes les 5 minutes, elle m'a saoulée. Le gars, comment vous dire que, comment voulez-vous ressentir des émotions pour un gars qui lui ne ressent pas d'émotions? Dans le sens où le mec est froid. Même un iceberg, je suis pas sûre qu'il soit aussi froid. Voilà, pour vous dire, tellement qu'il est froid, taciturne et tout, il y a pas d'atome crochu entre nous, hein. Et il faut savoir qu'il y a eu une scène dans le chapitre 7 qui m'a complètement refroidi dans ma lecture. Je dis hasta la vista, on s'arrête là, c'est pas possible, c'est pas pour moi, je ne supporte pas ça. En gros, si vous voulez pas l'écouter, passez là. Autrement, je vais vous le raconter. Alors, je vais vous raconter sans essayer de trop vous spoiler. En gros, la fille, elle va avoir une visite pas très amicale qui va frapper. Elle va se faire frapper par quelqu'un qui va lui demander de l'argent. Voilà, elle va lui demander de l'argent. Elle va répondre. La personne qui est en face va la frapper. Et comme par hasard, le gars, qui est aussi son voisin, va débarquer. Il va débarquer avec une arme. Il va pointer l'arme sur l'agresseur. Sur ce moment-là, vous allez me dire... il est où le problème? Là, il n'y a pas de problème. Du coup, il pointe son arme sur l'agresseur. L'agresseur se barre. Et au lieu de prendre sa main, je m'en souviens très bien de ça. Je me souviens pas les noms des personnages, mais ça, je m'en souviens. Au lieu de prendre, alors je vous mets l'arme comme ça. Il va prendre l'arme pour lever la tête de la fille qui est en train de chialer et tout. Et après, il va mettre l'arme sur la bouche de la fille. Et après, dans la bouche de la fille. Voilà. Et la fille... ça va l'exciter. Dans ma tête, je dis, mais meuf, non. Du coup, ça m'a dérangée parce que je déteste les romances qui vont érotiser, ça se dit ça, érotiser les armes. Genre, je comprends pas. Comme je dis en live, si tu veux faire moumuse avec des objets, il existe des jouets pour adultes exprès pour ça. Et t'es pas obligé de prendre une arme à feu, quoi. Même s'il y avait la sécurité, je suis désolée, j'aime pas ça. Et du coup, ça m'a complètement refroidi dans ma lecture. J'arrivais pas à y retourner. Et quand c'est comme ça, ça pue. Ça pue. Du coup, j'ai abandonné, voilà. Ça arrive. Et ça arrive tellement que j'en ai un autre. Je vous mettrai aussi sur le côté. J'ai abandonné, Capturé par le roi des fées de Dana Blue, publié chez Lost Kingdom. C'est la première fois que j'abandonne un bookmark. Faut savoir que ce livre, pour ceux qui ont vu ma palle, c'était un objectif Twitch, le livre le plus mal noté de ma palle. Il était noté 12,5 sur 20. Comprends la note. Je vais être honnête, je comprends totalement la note. Dans cette histoire, on va suivre Ilyes, je suppose, qui est un jeune garçon, qui va aller chez ses grands-parents garder la maison, parce que les grands-parents partent en vacances. Du coup, lui, il y va pour garder la maison, les plants, passer des vacances à la campagne, tranquillou bilou. Et en fait, un soir, au moment où il lit tranquillement, il lit sur sa petite balancelle, il va, pour je ne sais quelle raison, il se retrouve dans un cercle de champignons. J'invente rien, d'accord? Et en fait, ce cercle de champignons est une sorte de portail où en fait les fées, des toutes petites fées, vont l'enlever. Il va se faire enlever par des fées. Il va se retrouver dans un tout petit, genre Minimoys, Arthur et les Minimoys. Et il va se retrouver dans un univers... où clairement il est pas aimé, hein, parce que les fées et les humains c'est pas copain déjà. Et en gros on va lui dire, tu sais quoi, on va aller t'échanger dans un royaume parce que j'aimerais bien récupérer mon objet en question. Alors j'ai abandonné à la page 128, je ne sais, 452 pages. Pourquoi je l'ai abandonné? Parce que je me suis fait chier. Pour être honnête avec vous, certes Ilyes va rentrer très rapidement dans l'univers des fées, il va très vite se faire enlever, pas de problème, genre à la page 30 et quelques. Mais après, il se passe rien. Genre, l'humain
va s'occuper des choses en... Genre le mec il est là depuis 3 jours, il va s'occuper de choses limite politiques qui ne le regardent pas, au lieu de trouver une solution pour se barrer. Il y a plein de trucs incohérents. J'ai pas réussi à rentrer dans l'univers parce que je trouve qu'il y a eu des détails inutiles. Franchement c'était prévisible aussi. Non en vrai il y a... Je comprends la note. J'ai pas réussi à adhérer. Vraiment pas du tout. Vraiment pas réussi à adhérer. Cette lecture est pas faite pour moi. Et c'est comme ça. Voilà. Et c'est comme ça. Voilà. Voilà mon bilan du mois d'août. De juillet. On est en juillet, pas août. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres, si certains livres vous tentent. Sur ce, moi je vous laisse là. Je vous retrouve pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Mettez en emoji des fleurs. Parce qu'il y a des fleurs sur The South Girl. Voilà. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Et on se retrouve plus tard. Bye bye.